Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous quotidien sur Equinox Télévision. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e vient de prendre une décision interdisant la cérémonie de mariage de Bibou Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, le président national du MRC. L'autorité administrative évoque 3 motifs pour interdire la célébration de ce mariage qui était prévu dans un hôtel de Yaoundé ce vendredi 14 août 2020. 1. Défaut de déclaration de manifestation. 2. Défaut de qualité du secrétaire d'état civil. 3. Défaut de publication de mariage. Dans le même temps, le sous-préfet de Yaoundé 2e a adressé au directeur de l'hôtel où devait se tenir le dit mariage une correspondance dans laquelle il lui signifie l'interdiction de la cérémonie. Dans cette lettre, l'administrateur civil principal souligne les raisons de sa décision. L'officier du centre secondaire d'état civil de Messamkwaba, Bilo Aïfa, est en disgrâce et le secrétaire d'état civil, le sieur Valentin Leroy, n'a jamais prêté serment. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera le journal de Cédric Noufélé et après le journal, la deuxième partie sera consacrée au débrief. Tout de suite, le fait du jour. Un sous-préfet qui interdit le mariage d'un opposant au motif, entre autres, que la manifestation publique, selon lui, n'a pas été déclarée. Faut-il y voir une répression tous azimuts de l'opposition ou tout simplement une manifestation du respect de la légalité républicaine? Parlons-en avec nos invités sur le plateau ce vendredi 14 août 2020. J'introduis tout d'abord le docteur Louison Issouma. Docteur Louison Issouma, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Equinox Soir. Bonsoir aux autres co-panélistes. Je dirais tout simplement, entre autorité de l'État et liberté fondamentale, il y a certainement quelque chose à comprendre. Vous êtes enseignant de droit public, vous êtes au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci docteur Louison Issouma d'être venu sur ce plateau. C'est moi. J'introduis également Fa Elvis Taillon. Bonsoir. Good evening, Tifongwa. Good evening to all the co-panelists who are present. Good evening to the thousands of televiewers. And good evening to the Royal Highness, the fount of Gunoko Village, His Royal Highness Dr. Fomuki Waters, and all the people of Gunoko Village, Barakwe and Bemi Village in the Northwest region in Bengui, Central Subdivision, and thousands of all others who are watching us right away. Fa Elvis, vous êtes journaliste, mais vous êtes également militant politique. Vous êtes membre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Docteur Marcelin Béma, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là sur ce plateau ce vendredi. C'est moi qui vous dis une fois de plus merci de nous confier à ce débat. Bonsoir à mon président qui est très malade, M. Nye Achille. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir. Nous ne pouvons pas sortir de là sans avoir une pensée pieuse pour les victimes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont tombés sur le carreau par ces âmes insensibles qui veulent rendre le Cameroun un genre de Haïti de 1980 où sévissait le tonton Makout. Docteur Marcelin Béma, vous êtes enseignant de langue à l'université de Douala. Vous êtes surtout militant politique. Vous êtes membre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Maître Achille Ledio, bonsoir. Bonsoir mon cher Duval, bonsoir au copanel, bonsoir également à tous les fidèles inconditionnels de cette tranche qui nous régale actuellement. Permettez mon cher Duval que je puisse m'incliner devant la mémoire de ce confrère, Maître Moudiki, que l'on doit absolument mettre sous terre demain. Maître Achille Ledio, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais surtout militant politique. Vous êtes conseiller juridique du Social Democratic Front. Effectivement, je suis le conseiller juridique régional du SDF pour la région du Littoral. Je vous donne la parole puisque vous l'avez et vous la gardez, Maître Achille Ledio. Vous avez certainement appris cette information qui a circulé depuis hier nuit sur les réseaux sociaux, cette décision prise par l'autorité administrative. Nous sommes à Yaoundé 2e, dans la capitale politique du Cameroun. Le préfet qui a pris une décision pour interdire la célébration
d'un mariage en évoquant un certain nombre de raisons, des raisons que nous avons donc soulignées en l'entame de cette émission. Votre réaction? Le sous-préfet, le sous-préfet, oui. Ben voilà, mon cher Duval, il faut tout simplement retenir de prime abord que de toutes les analyses que personnellement j'ai faites relativement à ce communiqué, les motivations qui le sous-tendent sont tellement fébriles et j'ai tendance à vouloir donner raison à ceux qui pensent que cela relève de la provocation. Je vais m'appesantir d'abord en essayant c'est-à-dire qu'on essaie d'abord d'instituer le cadre même de l'officier d'état civil, puisqu'en réalité, c'est cette casquette aussi qui est déniée à, je ne voudrais pas faire des fixations sur des personnes, à l'officiant du jour. Alors, Majesté Biloïfa, pour ne pas le nommer. Très bien. Et je vais tout simplement dire que quand vous regardez les raisons qui amènent le sous-préfet de Yaoundé 2e à interdire ce mariage, véritablement vous comprenez qu'il y a anguille sous roche. L'officier d'état civil, c'est celui-là qui est institué par un arrêté du délégué, je veux dire du ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées. Quand vous regardez l'ordonnance du 29 juin 1981 qui a été modifiée le 6 mai 2011, vous rendez à l'évidence compte que les délégués du gouvernement actuellement maires de la ville, les maires et leurs adjoints, les chefs de mission diplomatique ou de poste consulaire sont officiers d'état civil. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que par arrêté dont disais-je tantôt, le ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées peut désigner, je veux dire, peut créer les centres secondaires d'état civil et nommer celui qui pourra officier en tant qu'officier d'état civil. Alors, cet officier d'état civil est astreint à l'obligation de prestation de serment. Il est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs secrétaires d'état civil. Ce secrétaire d'état civil aussi est astreint à l'obligation de prestation de serment. Bon, à ce niveau, on peut s'arrêter pour questionner le communiqué de monsieur le sous-préfet. Et notamment les deux premiers aspects, la qualité de l'officier d'état civil et surtout le fait que le secrétaire d'état civil n'ait pas prêté serment. Quand je regarde quand j'analyse ce communiqué, je dis que ce sous-préfet cherche à créer le buzz pour rien. Et véritablement, quand ce n'est pas ce parti qui crée, c'est le RDPC qui va le faire. Ça, nous en avons marre, sincèrement. Je vous ai dit, allons-y pas à pas. Il a dit que l'officier d'état civil est en disgrâce. Est en disgrâce. C'est quoi disgrâce? Le dictionnaire Larousse vous dit qu'être en disgrâce, c'est perdre une faveur. C'est perdre cette faveur que vous avez auprès de certaines personnes. On peut l'assimiler à un manque de chance dans le malheur. Si on dit par exemple que le sous-préfet de Douala, je veux dire le sous-préfet Yaoundé 2e est en disgrâce, cela ne voudrait pas dire que lui, le sous-préfet, il cesse d'officier en tant que chef de terre. Il est toujours sous-préfet, mais seulement sa cote de popularité qu'il avait envers sa hiérarchie ou alors envers ses administrés a diminué. C'est ça, c'est tout simplement ce que veut dire en disgrâce. Mais il y a un autre élément, il a peut-être pris des précautions, parce qu'il ajoute un autre élément, il dit que le secrétaire d'état civil qui est là n'a pas prêté serment. Rien ne prouve que le secrétaire d'état civil n'a pas prêté serment. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il devrait dire que relativement à tel acte qui est devant lui, ou alors peut-être il a demandé les informations au président du tribunal première instance territorialement compétent, puisque c'est devant cette instance que et l'officier d'état civil et les secrétaires prêtent serment. Il devrait dire que peut-être relativement à la note que j'ai reçue du président du tribunal première instance territorialement compétent, je veux dire le secrétaire n'a pas qualité, je veux dire n'a pas prêté serment. Et la loi est claire là-dessus. Tant que vous ne remplissez pas certaines conditions, le mariage ne peut être célébré. Ok. Permettez, je vais chuter s'il vous plaît. Alors, où je dis que ça relève de la provocation, c'est le troisième élément où il parle de
des défauts de déclaration, de manifestation publique. Voilà où je parle de provocation. Alors, bon, on reviendra le temps je peut-être vais de la revenir. parole aux autres. Marcelin Béma, ça vous inspire quoi? Quel commentaire en observant toutes les réactions qu'il y a autour de cette sortie du sous-préfet de Yaoundé 2e? Duval, je voulais tout d'abord vous féliciter du choix du sujet, qui est un sujet qui semble être intéressant, mais au même moment, je vous dis aussi qu'il y a l'actualité qui est plus brûlante que de parler d'un individu qui, par rapport à plus de 17 ans, refuse de prendre épouse officiellement. Parce que tout ce que les gens disent, moi je crois que nous devons soutenir cette fille. Cette actualité brûlante, c'est quoi? Mais il y en a beaucoup. Hein. Nous sommes dans une situation... c'est vous qui faites l'agenda du journaliste. Maître Luigi, vous pouvez me laisser parler. Allez-y. On n'est pas encore hors plateau. C'est que vous êtes mon ami. Mais on n'est pas encore au plateau. C'est quoi l'actualité? Bon, l'actualité, c'est... Vous avez vu hier, vous avez eu à parler de cette actualité où les étudiants... excusez-moi, parce que je suis un enseignant. Ces assassinats qui sont légion maintenant, là où on découpe. On en a parlé. Oui, mais vous n'en avez pas. Mercredi et jeudi. Non, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour la gravité de la situation. Quand il s'agit de, quand il s'agit de l'autre ici, vous avez fait plus d'un mois. On a fait plus d'un mois ici à parler de journalistes. On a fait plus d'un mois ici à parler de Garbou. On a fait plus d'un mois. Donc ce n'est pas suffisant. Il y a une actualité brûlante. Vous avez vu. Vous-même, vous avez donné le thème cet après-midi. Il y avait déjà eu cette bombe artisanale qui a éclaté à Yaoundé. C'est de l'actualité brûlante. Maintenant, quand vous venez qu'on puisse parler d'une personne, c'est ça qui peut-être peut dégrader parce que cette actualité n'est pas aussi brûlante. Docteur Marcelin Béma, vous avez regardé le titre qui s'affiche à l'antenne? Non, je n'ai pas regardé le titre, mais vous m'avez envoyé un journaliste. S'il vous plaît, j'ai quand même des remarques à faire. Je n'ai pas dit qu'il a changé. Entre dans le sujet, on est hors de sujet maintenant. S'il vous plaît. Vous me laissez parler, non? Ce n'est pas le sujet qu'on a ici. Non, c'est moi qui vous me laissez d'abord parler. Il y a un thème central. Il y a un thème central. Mais je suis en train d'en venir. Il n'est pas son élève encore moins. Je suis en train d'en venir. Notre thème est... Allez droit Je suis en train dans d'en venir. Ce n'est pas vous aussi. Non, allez droit dans le sujet. Mais ce n'est pas vous. Mais vous laissez le journaliste qui est en train de m'écouter. C'est lui qui m'a invité, ce n'est pas vous. Vous me laissez parler. Lui me laisse parler, vous voulez me couper la parole. On vous invite, vous venez donner le carnaval à suivre. Bon, j'étais en train de dire que j'apprécie aussi cette façon où nous allons discuter de la vie personnelle d'une personne. Moi, je pense que pour cette histoire de mariage... Non, docteur Béma, il faut que cela soit clair. Oui. On ne parle pas d'un individu. Le sujet, c'est qu'il y a un mariage qui a été interdit. Il y a un certain nombre de raisons qui ont été évoquées par une autorité administrative et nous interrogeons les raisons de cette décision. On ne parle pas d'individu. Le mariage d'un opposant interdit, je pense que c'est suffisamment clair pour dire qu'il s'agit de qui. Il s'agit de cette personne. Sinon, on va se perdre. Il s'agit d'une personne qui est reconnue. Donc, nous allons parler tout de suite. Vous nous avez invité à... Je ne dis pas que je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de ça, mais j'ai ça. Parce que justement, l'impression qu'on a, c'est que vous ne voulez pas traiter le sujet. Non, on est dedans. On va traiter le sujet. J'ai commencé à dire que c'est une fuite en avant. Parce qu'il fallait qu'il respecte le règlement. Comment on fait pour se marier? Alors, et ce règlement, c'est quoi selon vous? Mais vous les avez cités tout à l'heure. C'est que décrit le sous-préfet. S'il avait respecté cela, moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Nous tous ici, je pense que nous sommes mariés. Nous avons fait la publication des banques. Nous sommes allés chez un maire qui est nommé ou bien une secrétaire d'état civil qui a prêté serment. Donc, nous avons passé par là. Nous sommes tous passés par là. Et puis, nous sommes mariés. Je crois que le mariage... dit, il y a des précautions qui n'ont pas été prises. Mais il n'a pas voulu passer. C'est pour cela que je suis en train de dire que lui-même ne veut pas se marier. Lui-même ne veut pas se marier parce que sachant qu'en faisant cela, il va faire le buzz. Et puis, la femme va peut-être penser qu'effectivement, on voulait se marier. Et alors qu'il ne veut pas se marier. C'est ce que moi je pense. Alors, Elvis Taillon, vous avez écouté le docteur Béma sur la question. Puisqu'il veut absolument qu'on personnalise le sujet, est-ce que les précautions, de votre point de vue, c'est votre camarade du parti, est-ce que les précautions ont été prises par rapport au processus normal de déclaration et de célébration du mariage?
Right. You know, from the manner in which we are approaching the issue, you know, the first things first is that when an agenda is set up, we have to move within the ambit of the agenda. We have the impression that we want to move away from the agenda and put in place another supposed agenda that risks to take us off the track of the discussion for today. Now, when we look at the presentation of it, you know, those from the ruling party have their way of doing things. In the first place, I said, it is in a way that all the administrative authorities are pro-CPDM. I'm sorry to tell you that. Because if you see the way they function, ask this question. If you get the marriage celebrated that has to go on, this is under the Ministry of Decentralization. We all know that. All right, because councils are under within that ambit of the law. And when it comes to the council, we have councils like mayor, which are all parts of the administration. Now, if we talk about decisions that have not been met, even COVID-19 coming in and all the like. Now, you and I understand that the mentioning of Bibo Nisak being corrected, look at it critically. You are a journalist. Each time anything is connected to the CRM party, you must get a negative reaction from the regime. And you must get excuses of this thing has been done, this thing has not been done. Now, why am I saying so? Why am I saying so? If you are a GO in Yaoundé 2 and you have a marriage that has been programmed and you think that it has not been respected, the law is clear. As a GO, while you are rejecting it, you are giving the possibility for the amendments to be done. You don't cancel it as in toto, because what has happened is that it has been cancelled in toto with flimsy excuses that says that the law has not been respected. Now, oui, justement, c'est ce qu'il est en train de dire, Marcelin. Il dit qu'il y a eu des précautions qui n'ont pas été prises et qui donnent la possibilité aux... So if you look at it critically, you realize that it has to do with a political setting and an agenda. Et comment ça? And when I say political setting and agenda, the main issue here is that it has to do with a party figure. And let me tell you the truth in it. People are watching us. The main agenda behind all what the GO in Yaoundé 2 is doing is because in his mind, he thinks that it's another way of CRM coming together. That is a bitter truth. So to him, it looks like CRM wants to pass behind the marriage, you understand, to get themselves together. But I said, in a normal functioning... Si le sous-préfet avait laissé le mariage se faire, quelle implication politique ça aurait eu? No, when you have a marriage that is going on also, and it goes through the declaration as we find, instead of you rejecting, in a case where you die, because the law stipulates, you the judge, you can validate it, but you tell the person that if in case of any disorder, that's what does in public manifestation. The law states clearly, and they tell you that you are held responsible. Une manifestation publique. Le sous-préfet est l'autorité compétente et exclusive. Oui. Parce que le juge le dit dans l'affaire Église presbytérienne du Cameroun contre l'État du Cameroun. Il rappelle que ce n'est une compétence qui échoue ni au gouverneur, ni au préfet, mais au sous-préfet. Le juge le rappelle. Mais maintenant, compétent sur quel point? La compétence personnelle, il est nommé. Donc cela veut dire que personnellement, il a cette compétence personnelle. Compétence temporelle, on ne l'a pas enlevé, il n'est pas enlevé jusqu'à l'heure actuelle, c'est lui qui exerce cette qualité. Maintenant, la compétence territoriale, bien entendu, il a cette compétence territoriale parce qu'il est le sous-préfet de Yaoundé 2e. Et la compétence matérielle maintenant, les matières d'intervention. Ça veut donc dire que, puisqu'il est question ici d'une affaire touchant à l'ordre public, effectivement, monsieur le sous-préfet est compétent pour prendre de telles décisions. Mais maintenant, revenons sur les différents faits. Vous savez que... Et parce qu'il y a des motifs qu'il a évoqués. Oui. Alors, je vais prendre le premier motif. Il dit que Bilo n'a pas qualité, ou tout le monde est en disgrâce. Être en disgrâce veut tout simplement dire que... Il y a deux textes. Hein. Oui. Le premier texte, c'est la décision qui interdit la manifestation. Il dit défaut de déclaration de manifestation publique. Oui. Deuxième élément... Je voudrais qu'on évolue à chaque fois pour que les téléspectateurs comprennent mieux. Alors, défaut de déclaration de manifestation publique. Il faudrait que le sous-préfet comprenne que les mariages, au même titre que les cortèges funèbres, ne rentrent pas dans le régime de déclaration. C'est ça. Les mariages n'y rentrent pas. Moi, je me suis marié, je n'ai pas fait cette déclaration. J'ai sillonné toutes les rues et les ruelles de Douala. Donc, les manifestations publiques, les mariages... D'ailleurs, à l'occasion, vous êtes venu avec... Oui, je suis venu avec ma tenue. Tenue de mariage. Tenue du mariage, ce jour-là. Donc, les manifestations publiques n'intéressent pas les cortèges funèbres, les mariages. Mais est-ce que vous savez que même les cortèges du président de la République, des gouverneurs, des ministres, doivent faire l'objet d'une déclaration publique? Mais les mariages n'intègrent pas le régime déclaratif.
Et c'est la raison pour laquelle, sur ce point, le sous-préfet a quand même piétiné la loi. C'est-à-dire que là, il y a un excès de pouvoir. Maintenant, d'autres points qu'il évoque. Défaut de qualité de secrétaire d'état civil. Alors, il évoque la question de qualité. Ce que nous savons, c'est que M. Bilo a été déchu de ses fonctions de chef traditionnel. Est-ce que le fait qu'il soit déchu de ses fonctions de chef traditionnel a une incidence sur ses fonctions d'officier d'état civil spécial? Parce qu'on dit là en disgrâce, on dit qu'il a perdu la confiance de l'administration. Mais a-t-il aussi perdu la qualité d'officier d'état civil? C'est ce que le texte ne nous dit pas, ou bien c'est l'information que nous n'en avons pas. Et comme nous ne l'avons pas, on peut donc conclure que même sur ce point, il y a un abus d'autorité, tout simplement parce que monsieur le sous-préfet n'indique pas que la disgrâce entraîne l'incompétence de l'officiant du jour. Il faudrait que cela soit précisé. Et le troisième élément, c'est le défaut de publication de mariage. Le défaut, vous savez, Publication de banque. Publication de banque. Non, je prends les termes exacts qu'il a utilisés. Oui. Hein. Vous savez, le sous-préfet, s'agissant des officiers d'État spéciaux, parce que vous savez que avant la fracture du ministère de la décentralisation et du développement local, le ministre de l'administration territoriale était ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et c'est lui qui nommait donc les officiers d'état civil spéciaux. Oui. Ce qui fait donc que sous cet angle, vous savez que depuis la loi du 24 décembre 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées, cette compétence est désormais retournée, est désormais conférée au ministre de la décentralisation et du développement local. Ça veut donc dire que sous cet angle, le sous-préfet se positionne un peu comme le supérieur hiérarchique des officiers d'état civil. Vous voyez un peu? Là, sous cet angle, justement, il peut agir parce que non seulement en agissant en tant que celui qui préserve le bon ordre social, mais aussi en tant que supérieur hiérarchique de l'officiant du jour. Et à ce niveau-là, on peut donner raison. Là, c'est par déduction que vous faites l'analyse. Ça, je fais une déduction, une analyse par déduction. Maintenant, je voudrais finir du bal pour qu'on se comprenne mieux. Je dis, sur l'aspect compétentiel, le sous-préfet l'est. Maintenant, on sent qu'à l'intérieur de cet acte administratif, ou de moins, c'est un peu, la bonne qualification, c'est une mesure de police administrative. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on sent une intention quand même de nuire. La première intention, c'est qu'on se rend bien compte que les mariages, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ne rentrent pas dans les régimes de déclaration. Deuxième chose, le sous-préfet dit ceci. Toutes les manifestations qui auront cours à Yaoundé deuxième, toutes les cérémonies sont interdites. Mais c'est encore grave. Imaginez-vous et il fait très bien de citer dans son acte, il ne cite pas le nom de ceux qui célèbrent des erreurs du jour, mais il maîtrise avec perfection le nom des célébrants et du secrétaire d'État. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur de cet acte, il y a une volonté sibylline du sous-préfet, justement. Imaginez-vous, Duval, si moi, ce même jour, je sollicite l'hôtel Massaro pour ne pas faire de la publicité, je respecte les conditions légales prévues par la loi. Sachez qu'à partir de cette décision du sous-préfet, aucune manifestation de célébration de mariage n'aura lieu dans ces conditions. Okay. Donc, il aurait pu spécifier que les mariés tels, il spécifie, puisque la force des actes administratifs, c'est que l'acte administratif peut être individualisé. C'est-à-dire qu'on peut individualiser les destinataires de l'acte. Alors, Maître Achille, je vais prendre des notes pendant que les uns les autres expliquaient. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout d'abord faire une observation sur ce que le représentant du RDPC a voulu... Marcelin Béma. Oui, dit tout à l'heure. En réalité, ici, là, il ne s'agit pas de faire des fixations sur qui que ce soit. Nous sommes venus interroger le point du droit ou alors les conséquences de ce communiqué de ce sous-préfet, voilà, je veux dire de Yaoundé deuxième. Donc, que celui-là ait fait 20 ans ou 30 ans de concubinage, ça ne m'intéresse véritablement pas. Ce sont les conséquences de cette interdiction qui me préoccupent sur ce plateau de télévision. Et maintenant, quand je suis invité, je n'ai pas véritablement je veux dire, je suis mal à l'aise de vouloir donner les cours de déontologie à monsieur le journaliste qui m'a invité. Cela étant dit, je vais maintenant préciser que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le dernier intervenant
Le docteur Essomba, parce qu'en réalité, il semble, je vais dire, son argumentaire semble paradoxal. Et je vais m'expliquer. Sur le premier point, je vais dire la première motivation, c'est une entourloupe. C'est-à-dire que c'est un argument qu'il prend pour être dans son champ compétentiel. C'est-à-dire le manque de... qu'est-ce qu'il a le premier point Le premier point, c'est défaut de déclaration de manifestation. Le premier, non, ça doit être le troisième, relativement... Il a parlé de défaut de déclaration de manifestation, défaut de qualité de secrétaire d'état civil, défaut de publication de banque. Merci. Sur le premier point, défaut de déclaration de manifestation publique. C'est justement parce qu'il veut se déclarer compétent. Il veut faire rentrer cela dans le champ compétentiel de la loi de 90 pour se déclarer compétent et prendre pareil acte. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une manifestation publique telle que régie par la loi numéro 90/055 du 9 décembre 90. Mais je crois que le docteur Essomba l'a indiqué. Que le mariage ne rentre pas dans le champ d'application des manifestations publiques. J'ai été très attentif quand il développait. Il a parlé de la compétence personnel, temporel, matériel, et quand il parle de territorial, quand il parle de matériel, il dit en réalité le sous-préfet est dans son rôle, qu'il a qualité. Je lui dis donc que ça c'est politicien. Le premier point est politicien. Voilà pourquoi je dis, et je l'ai dit en prolégumène à mon propos, que les motivations qui sous-tendent ce communiqué sont difficilement défendables. Sincèrement. Si l'on est d'accord, monsieur le docteur Essomba, que ça ne rentre pas dans le champ, je dis le mariage, les célibataires, ne rentre pas dans le champ des manifestations publiques, alors vous comprenez que c'était une entourloupe pour pouvoir se déclarer compétent. Deuxième chose, l'article 52 de la loi du 6 mai 2011 modifiant l'ordonnance du 29 juin 1981 vous donne les conditions les conditions à remplir pour qu'un mariage soit célébré. Les futurs époux ne doivent pas être de même sexe. Le garçon ne doit pas être mineur de 18 ans, la fille mineure de 15 ans. L'officier d'état civil doit avoir prêté serment. Aucun mariage ne peut être célébré sans publication de l'intention des futurs époux de se marier. C'est-à-dire le premier point là venait faire quoi là? Il y a deux points qui pour moi sont soutenables s'il a les éléments factuels. Le point sur la qualité de monsieur Bilois oui. Et la qualité du secrétaire d'état civil. Et cet article dit aucun mariage ne peut être célébré si ces conditions ne sont pas respectées. Okay. Or, vous voyez maintenant qu'en tant que politique, monsieur le docteur, lui, il sait pertinemment que les deux derniers points sont défendables. C'est-à-dire, on peut lui apporter l'argumentaire que vous avez développé tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être destitué de son titre de chef traditionnel voudrait ipso facto dire qu'il perd la qualité d'officier d'état civil? Moi, je ne réponds pas à la négative. Ça ne passe pas. Il reste officier d'état civil et il officie en S-qualité. Maintenant, est-ce que son secrétaire a prêté serment? C'est facile à l'avoir. Oui. Il suffit de remonter dans les minutes du tribunal de première instance territorialement compétent. On saura s'il l'a fait ou pas. Mais seulement là-bas. Vous savez que, comme c'est un acte personnel, je veux dire, on peut facilement contourner ça en changeant le secrétaire d'état civil. Vous voyez, oui, c'est vrai. Nous sommes sur le terrain de l'analyse pour que les téléspectateurs comprennent que ce communiqué doit être rangé dans le registre de la provocation. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les éléphants, je parle de façon paraphrasée ou imagée, comment est-ce que les éléphants doivent lutter et c'est l'herbe qui va en souffrir. Cette pauvre dame qui aujourd'hui devrait convoler, devrait convoler en juste noces. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Alors, tout ça parce que en background,
comme l'expliquait Elvis, il y a des intentions politiciennes de nuire. Alors, c'est tout. Dr Bema, on risque d'arriver à la conclusion que, au fond, c'est la répression tous azimuts de l'opposition qui se poursuit. Oui, moi, je veux dire qu'au fond, c'est cette attitude à ne pas respecter les institutions de l'État qui revient. C'est ce que moi je peux dire. Parce que quand M. Lyoyo dit, aucun mariage ne peut rester de façon privée. Et il a dit que c'est une affaire politique. Et effectivement, ça devient une affaire politique parce que l'acteur principal est un politique. Le sous-préfet a ses raisons et il est dans ses droits pour maintenir l'ordre public. Vous ne vous êtes pas marié? Je suis en train de venir. Je vous ai laissé parler. Moi, je me suis marié, je me suis conformé. Et vous n'avez pas... Je me suis conformé. Je me suis conformé. Vous avez déclaré. Je me suis conformé. Curieux. Je dis, je me suis conformé. Il n'y avait pas de problème. C'est là vraiment, vous vivez dans un autre monde. Hein. Vous avez obtenu une déclaration lorsque vous mariez? Non, quand vous vous mariez, vous avez obtenu une déclaration. Ne parlez pas tous en même temps. Hein. Merci quand même de leur dire qu'ils ne parlent pas tous au même moment. Je suis prêt à répondre à chaque question, mais il ne faut pas qu'ils parlent tous au même moment. Je sais que c'est le SDF version MRC qui est assis en face de moi. Je sais. Pas des idées, laisse la faire de politique. Tout à fait, on est là dedans, on est là dedans. Nous sommes là dedans. Donc je suis en train de dire que, effectivement, c'est une affaire politique, comme il dit que le sous-préfet a rendu l'affaire politique. Parce qu'il sait que, en laissant ce genre de mouvement, on peut ne plus maîtriser la foule. Parce que, bien sûr, dans le communiqué, il y a les invités. Il y a les invités. On sait qui peut venir, qui devait être là. Parce qu'on a vu des invités. Je ne suis pas le sous-préfet, je suis aussi en train de faire une analyse. Je suis aussi en train de faire une analyse comme vous. Donc vous me laissez parler. Quand vous parlez, je ne parle pas. Voilà. Donc, cette histoire aussi, c'est pour le maintien de l'ordre public. Et le sous-préfet est dans son droit. Quant aux deux autres éléments, eux-mêmes, ils ont confirmé. Pourquoi ne pas aller faire ces publications de banque et célébrer son mariage? Pourquoi ne pas le faire? Ça veut dire que c'est eux qui ont l'entourloupe dont parle le maître Ojo. C'est de ce côté-là. Ce n'est pas le sous-préfet. Ils ont voulu détromper le sous-préfet. C'est maintenant le sous-préfet se rendu compte que en laissant laisser, parce qu'on parlait toujours de tolérance administrative, parce que c'est ce que nous avons eu nous autres, ça va créer une autre situation, peut-être incontrôlable. Alors, donc les trois éléments sont, le sous-préfet dans son droit d'interdire. Moi, j'ai mon neveu qui se marie demain, mais il a fait toutes ces étapes. On n'interdit pas. Mon mari se marie demain à Douala, à Yaoundé. De matin, je vais partir, je vous allez voir. Il a fait la publication de banque, il est chez un secrétaire d'État qui a prêté serment, parce qu'il faut prêter serment, il faut que les gens le sachent. Et il a déclaré la manifestation. Merde. Oui. Alors, Elvis Taillon, est-ce que... nous, on a déclaré la manifestation parce que nous sommes... Il semblait indiquer tout à l'heure que c'est l'MRC qui est particulièrement visé dans cette opération. C'est un exemple. Difongwa, you know that when you hear CPDM talk, you know that they are on their repressive measures. Their problem here is, anything that has to do with CRM, opposition, they will do all it takes to thwart the movement. When you hear a doctor on platform tells you that there are invitees, it could tell you that you look at an invitee, you look at a wedding, you see those who have been invited, and you tell me the political party without judging. Now, the question I will be asking will be finding out, if you belong to a political party and you are invited for a wedding, is it a crime? So you could discover now that CPDM has a deliberate agenda. Le sentiment qu'il veut donner, c'est que c'est que le sous-préfet peut sentir qu'il y a un risque de trouble de. Difongwa, when there is ça comme ça, parce qu'ils font ça. When there is a risk of public disorder, what you do as administrative authority, you call the person who is in charge of that event. Pourquoi ne pas se conformer d'abord him? Because you are informed, right? Now, this is where we are. This is where we are. We talk about public disorder. Each time CRM comes in, that fear of public disorder. I said, Mr. Difongwa, when you have this kind of event, it's always clear that you are made to know that in case of any disorder,
you, Biboun Nissak, you will be held responsible. Oui, c'est ce qui est seulement indiqué sur le récépissé de déclaration. That's what it's, now, the question now we're talking about wedding. And Barrister is citing here, it looks like we're still going out of it. What counts is that we have a wedding moving under Minister of Territorial Administration. Now, you know that, as we mentioned clearly, in the law 2019, when they created the Ministry of Decentralization, local governments, you discover that powers were divulged from the Territorial Administration onto this other ministry. Now, we have a situation where we have a mix-up here, where you cross from one ministry, you move in, because we think that if even this Joe was quite serious, because in wedding, you don't do public manifestation. I'm surprised when he says he has done declaration at the whatever he's going. These things are done within the level of the council. As you send your documents to the council, a man and a woman, as the law states, like in the Article 22 of the law 2001, once you move, make your move. Once it's not issue of homosexual and all the like, they go to it, they validate, and it's published at the council notice board, meaning that you can now go in. Now look at where the controversy comes in. Let me tell you why I said that CPDM wants to move on the platform of continuous, what we call intimidation of the CRM. What is it here? Because the His Majesty Belua had been dethroned by the Territorial Administration, whereas he still has the competence as a civil status registry. Therefore, according to the Dio of Yaoundé 2, to him, he is still thinking that because the Territorial Administration went as far as dethroning him because of his political role, it means that he should also be cut off from civil status registry, which civil status registry is under it's under the competence of the Minister of that's the decentralization, local government. You get the point. So we are mixing two things here. I think that if we are honest here, how many persons have gotten married, and what the law says, do not go to a judge's office. If you are carrying out any manifestation different from marriage, it's clear. If you want to take street protest and all the like, there the judges have full competence as per se. But you cannot tell me that the weddings we have every day, you got married, I got married, and I'm sure Dr. here got married. But I'm surprised when we tell lies publicly here that you went to this particular place and obtained authorization, which is not the case. So why is the case of CRM, Olivier Biboun Nissak too particular? Because as cited by the CPDM, my CPDM brother, that is doctor, he says from the invitees, that's a judgment, which means that the GO should look at the invitation and say, but if you have these party hierarchies, it could be transformed. But I think that belonging to a political party, you cannot tell me I'm coming to a wedding. I fire every time because I'm CRM. You start saying that because I'm coming, other party ministers are coming for a wedding. It's coincidental that the traditional ruler, Biloua, not so, it's a civil status registry. What stops the person carrying his wedding from getting to him? Encore tous ceux qui viennent au mariage ne sont pas tous forcément du MRC. Il peut avoir des amis du RDPC, entre autres. So when CPN does it, it's not a crime. But when it comes down to CRM, they start bringing in laws that are dumbfounded, thereby making it a sort of provocation, because I call this provocation of the first order, because why is the case particular with Olivier Biboun Nissak? Docteur Lucien Nsomba, ce n'est pas la première fois qu'on ouvre un débat sur cette question de manifestation publique, de déclaration de manifestation publique. Il y a eu très souvent des situations de controverses, de polémiques, qui finalement amènent à se demander si le moment n'est pas venu de clarifier clairement cette question de manifestation publique. Duval, je voudrais peut-être d'abord revenir sur la remarque de Meg. Je crois qu'il a développé et il m'a rejoint. C'est-à-dire que quand il dit qu'il n'est pas d'accord, j'ai utilisé une démarche mitigée d'abord pour restituer la compétence du sous-préfet. Et je crois qu'en tant qu'enseignant, pédagogue, c'est d'abord ce qu'il faut dire aux gens. Est-ce qu'il est compétent? Oui. Maintenant, sur les différents points, vous avez vu, j'ai commenté les différents points. Oui, et vous avez conclu en disant qu'il y a une volonté subliminale du sous-préfet de nuit politique. Donc, quand on me dit qu'il n'est pas d'accord, alors moi, je ne comprends pas. Alors, je voudrais vous dire une seule chose, c'est simplement que la notion d'ordre public est devenue une notion instrumentale et même instrumentalisée. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'autorité de police administrative peut convoquer cette notion. Et regardez, je vous ai indiqué tout à l'heure que les mariages ne rentrent pas dans les régimes de déclaration préalable. Ça ne rentre pas. Donc, c'est avec tout le débat sur la non-publication des banques, tout ça, on ne peut plus y revenir, puisque en réalité, le mariage ne rentre pas dans les régimes juridiques de déclaration. Quand c'est dit comme ça, c'est terminé. Cela veut dire qu'en réalité, et je l'ai évoqué dans l'analyse de fond, pour indiquer que quand on regarde et on lit avec beaucoup de recul l'acte administratif, je l'ai qualifié de l'acte de police administrative du sous-préfet, on se rend quand même compte qu'on a politisé le service public, ou on a politisé l'action publique.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sorte de ce carcan-là pour essayer de comprendre qu'il faudrait éviter, quand on est au service de l'État, on est au service de tout le monde. Alors là, vous venez de me poser une question intéressante. Vous savez, je venais de produire un petit papier sur cette question, où je demande, à partir de la lecture de l'ouvrage de Babacar Ahmad, qui est gouverneur aujourd'hui à la retraite, il démontre clairement que en l'état actuel, et ça c'est ce que je poursuis dans cet article, je démontre qu'en l'état actuel, les sous-préfets sont, sur le plan technique, incapables et incompétents pour pouvoir interdire les manifestations publiques. Pourquoi? Parce que la loi de 1990 leur prescrit d'agir par arrêté. Or, le décret de 2008, décret présidentiel de 2008, qui fixait les attributions des sous-préfets et des autorités de l'administration déconcentrée, dispose clairement que les sous-préfets doivent agir par décision. Cela veut dire donc que, et vous savez, nous sommes là dans la hiérarchie des actes administratifs, où justement l'arrêté est au-dessus d'une décision, ça veut dire dans la catégorisation des actes. Ça veut donc dire que, à l'état actuel, quand le sous-préfet prend une décision, comme M. Mamadi Mahamat a pris une décision pour interdire une manifestation publique, il viole la loi de 90 qui lui prescrit plutôt d'agir par arrêté. Vous voyez? Donc cela veut dire que sur le plan technique, aujourd'hui, à l'état actuel de notre législation, les sous-préfets sont dans l'incapacité d'interdire une manifestation publique. Cela veut donc dire qu'il faut harmoniser la loi de 90 et le décret de 2008 pour permettre aux sous-préfets d'agir convenablement et dans la légalité. Alors, ça veut donc dire, pour finir, Duval, que la notion d'ordre public aujourd'hui est une notion, comme je venais de le dire, instrumentalisée, et les sous-préfets, du moins les autorités de police administrative, utilisent donc le prétendument argument de l'ordre public pour interdire systématiquement les manifestations publiques. Notamment celles des opposants. Bon, bien entendu, ou du moins dans la constance. Ou du moins dans la constance. Okay. Dans la constance. Maître Ledio, il y a aussi que c'est une décision, c'est un acte qui peut être attaqué. Oui, bien évidemment. Et puis, je voudrais aussi revenir, avant de m'appesantir sur votre constat, je voudrais aussi dire que, en réalité, ce sous-préfet, avec de la matière pour pouvoir agir, mais tout simplement, il a voulu se conformer aux allégeances. Ça, c'est clair. Alors, je vais m'expliquer. Quand il dit, c'est-à-dire, la loi dit qu'aucun mariage ne peut être célébré s'il n'y a pas eu publication des bans. Ça, c'est le principe. Alors, s'il était sûr et certain qu'il n'y avait pas eu publication des bans, ce qui me laisserait quand même penser que le concerné a été véritablement très laxiste. Non, laxiste, négligent, très négligent. Si c'est prouvé, s'il était prouvé, pas ça, cette publication. Il devait nous publier déjà cette publication de banque qu'il a fait. Tu sais que ça reste dans la mairie pendant un mois. Il devait filmer et nous envoyer ça. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y en a pas. Bon, juste que la publication des banques est une formalité substantielle, c'est-à-dire une formalité substantielle de forme, sans laquelle on ne peut pas valider un acte de mariage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de publication de banque, l'acte ne peut pas être, le mariage célébré ne peut pas être valide. C'est pour cela que le sous-préfet est intervenu, parce que même les officiers sont déjà même ne sont pas conformes. C'est de ça qu'il est question. Continuez. Non, je voulais seulement dire que si avec ça on allait. Je vous donne un peu de temps de mon parole. Non, continuez. Alors, je vous comprends très amicalement. Je vais tout simplement dire, la publication des banques, ça se fait à la sous-préfecture. Non, je ne parle pas de la sous-préfecture, je dis c'est à la mairie. Je peux continuer. Non, on aurait déjà dû avoir ça ici sur WhatsApp. Non, il n'y a pas. Non, on vous connaît. On vous connaît. Quand vous avez une solution, brandissez-nous cette sous d'autres plateaux, j'ai évoqué des documents venant justement de ces réseaux. Vous, personnellement, avez dit que vous n'en prenez pas ça, vous ne prenez pas ça en considération. J'ai dit vous, non, pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas citer ce plateau télévision, je veux dire cette chaîne ici-là. Je dis vous avez dit non. Et aujourd'hui, vous demandez qu'on vous brandisse un document. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait dire
MRC, donc je confirme le fait. Non, moi je vois les gens du MRC alors, qui nous brandissent cela. Et voyez, Parce que c'est les éléments. Parce que quand le sous-préfet a dit il faut ceci, il faut véritablement, si on avait cet élément, non. Ça, franchement, non, si on avait cet élément, on aurait déjà dit ça. je vous prends franchement. Je ne serai pas méchant avec vous, mais chaque fois pas que vous m'étiquetez du MRC, je sors de mes gonds, sincèrement. Je suis SDF et je l'assume jusqu'à présent. Je l'ai toujours assumé. Donc, aucune commune mesure. Ce sont mes interventions, c'est mon alliance. Il risque de vous distraire. Justement. Non, il ne peut pas. Je suis un dieu appuyé. Donc, je voulais tout simplement dire que même si par miracle, par sorcellerie juridique, on a mené les Camerounais à croire que... La sorcellerie là-bas, la juridique. Chez vous, là, il y a la sorcellerie. You have made it in your administration. Oh là là. Witchcraft in your administration. Je voulais dire que, quelle que soit l'alchimie qu'on peut utiliser pour nous dire que la destitution de sa qualité de chef traditionnel a entraîné ipso facto sa qualité d'officier d'état civil, je veux poser la question, est-ce que cet acte n'a pas été attaqué? Vous êtes sûr que cet acte de destitution n'a pas été attaqué? Donc, maintenant... ça, c'était pour vous rejoindre, mon cher Duval, quand vous demandez, c'est un acte attaquable, justement. Oui. Alors, le sous-préfet avait des raisons de pouvoir dire que, bon, voilà, ça, c'est un malade, mais seulement que dans ce domaine, il a, je vais dire dans son communiqué, il a ajouté des motivations qui, pour moi, me laissent perplexe. Quand il parle de défaut de déclaration de manifestation publique, nous avons tous... Et nous sommes tombés unanimement là-dessus, d'accord que la célébration des mariages ne tombe pas sous le coup de la loi de 90. Ça, c'est clair. Et maintenant, s'il était encore sûr, s'il était encore certain que le secrétaire n'avait pas qualité, il devait tout simplement brandir, je veux dire dans son communiqué, faire des références de ce qu'il est en train de... C'est un acte administratif. Il connaît comment on rédige ces actes. C'est un administrateur civil, je crois, principal. Il connaît comment on rédige les actes qui ne doivent pas, c'est-à-dire éviter ce genre de polémique. Correct. Alors, il avait l'occasion, soit de se taire et d'encadrer la manifestation, je veux dire le mariage, qui n'avait même pas besoin, ou alors justement de créer le buzz en s'attaquant aux hommes politiques, parce que actuellement c'est comme si pour se faire voir il faut absolument s'attaquer aux hommes politiques. Non, je vais tout simplement dire que les motivations qui sous-tendent, et c'est ma position, que cette position me vaille une étiquette du MRC, libre à celui qui veut m'étiqueter comme tel, je dis les motivations qui sous-tendent le communiqué d'interdiction de ce mariage sont difficilement défendables. Alors pour sortir, puisque vous gardez la parole, Maître Achille, je reviens avec la question que j'ai posée au docteur Oussoumatal. Est-ce que le moment n'est pas venu de mettre de l'ordre ou bien de clarifier davantage cette notion de déclaration de manifestation? C'est un serpent de mer au Cameroun. C'est un outil. C'est un outil comme le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un outil de soumission de notre justice. Cette affaire de déclaration de manifestation publique, c'est un puissant outil qui permet au gouvernant de Yaoundé de paralyser toute action des partis politiques. Pourquoi ce ne sont que les manifestations de l'opposition qui doivent être interdites? Le SDF, par exemple, dans le département, je reste seulement dans le département du Vouri, est le parti politique qui enregistre le plus... que c'est un événement politique. Alors, messieurs, la question qu'il me pose me permet d'entrer plutôt dans le champ. Maître Achille Le Dio, Dr Bema, s'il vous plaît, dans quelques minutes, le journal de 20h sur Equinox Télévision. Retrouvons Cédric Noufélé pour les grandes articulations de cette édition. Cédric, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une série d'explosions de bombes artisanales survenues à Yaoundé et Bamenda, plongeant les populations de ces villes respectives dans la psychose totale. Nous ferons le point sur les dégâts matériels, le bilan humain et les mesures prises
par les autorités administratives des régions du centre et du nord-ouest. Nous parlerons également ce soir dans le journal de 20h des éclairages d'un professeur d'université spécialiste en droit privé qui s'est exprimé sur cette interdiction d'un mariage qui devait se tenir du côté de Yaoundé. Soyez rassurés, les différents organisateurs du mariage ont pu tenir leur événement selon les dernières nouvelles. On a vu une forte présence policière dans l'hôtel où devait se tenir en principe ce mariage. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir les tensions qui sont observées en Côte d'Ivoire après une violente journée de manifestation survenue hier. C'est un calme précaire qui règne dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Nous ferons le point sur l'actualité internationale dans le journal de 20h du Val. Voilà donc pour le menu de cette édition de 20h sur Equinox Télévision dans quelques minutes. Mesdames, Messieurs, juste après ce journal, retrouvons-nous sur le plateau d'Equinox ce soir pour le débrief. Le débrief du journal sur ce plateau d'Equinox ce soir, en ce vendredi 14 août 2020, avec nos invités Faelvis Taillon du MRC, Maître Achille Ledio, avocat au barreau du Cameroun et militant du SDF, Marcelin Bema du RDPC, bien sûr, le docteur Louison Issoma, enseignant de droit public à l'université de Douala. Docteur Louison Issoma, une nouvelle explosion d'une bombe artisanale à Yaoundé. Oui, bien entendu. Commence à inquiéter. Ah oui, très inquiétant. On se rend bien compte que l'escalade de la violence est en train de prendre des proportions inquiétantes. Et je pense pour ma part que l'État du Cameroun devrait davantage renforcer les mesures sécuritaires. Parce que on a comme l'impression qu'il y a comme une extension de cette guerre du Nose déjà vers les autres régions du Cameroun. Donc l'État du il y a quelques jours, c'était à Damas, toujours à Yaoundé. Bien entendu. Et il faut signaler que ce matin également, on parle d'une autre explosion semblable dans le nord-ouest. Bien entendu, puisque le mode opératoire continue d'être même perfectionné, vous voyez, à travers des bombes, ainsi de suite, qui sont des éléments très dangereux. Vous savez que lorsqu'une bombe explose, elle peut facilement entraîner à son passage près d'une centaine de personnes. Donc, l'État du Cameroun devait davantage prendre la pleine mesure de ce qu'il y a comme une certaine extension de ces questions sécuritaires du nord-ouest vers les autres régions du Cameroun. Extension réelle de cette crise anglophone vers la partie francophone du Cameroun ou des actes isolés selon vous, Maître Achille Ledio? Non, il serait difficile de penser que ce sont des actes isolés, parce qu'en réalité, la recrudescence de ces explosions amène déjà à s'interroger. La situation sécuritaire du Cameroun actuellement, elle est préoccupante et appelle nettement la responsabilité des tenants de pouvoir de Yaoundé à plus véritablement de vigilance et surtout de mettre sur pied des mesures, autres équations qui seraient en étroite, je veux dire, qui permettra à ce que l'on essaye de casser cette psychose qui grandit au sein de l'opinion. Nous pensons que toutes les actions allant dans ce sens seraient véritablement soutenues par le SDF, mais comprenez que le RDPC, qui a la responsabilité de la gestion de la cité, a également la responsabilité de la sécurisation des personnes et des biens. Donc ça commence à faire beaucoup. Il faut véritablement que l'on regarde cette situation, surtout dans nos grandes métropoles, avec beaucoup d'acuité, sincèrement. Marcelin Bema, on revient à ce sujet qui vous préoccupe beaucoup. Vous l'avez indiqué au début de cette émission. Ces drames survenus ces derniers jours, des femmes exécutées dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun. On vient d'apprendre que les États-Unis, entre autres réactions, demandent des enquêtes impartiales pour faire la lumière sur ces crimes, sur ces attaques horribles contre des civils dans ces deux parties du pays et qui sont en proie à des violences depuis pratiquement 4 ans.
nous ont demandé que cela soit fait. Je pense que c'est une situation qui a été décriée depuis longtemps. Et on soupçonne même ces États-Unis derrière ces actions. Parce que nous avons vu des citoyens des États-Unis. Comment ça vous soupçonnez les États-Unis? C'est fort, hein, ce qu'il dit là. Hein. Mais est-ce que c'est caché? C'est très fort là. C'est caché, c'est pas caché. Je crois que vous avez souvent des réunions. Sur quoi sont fondés ces soupçons, Marcelin Mébou? Sur les rencontres qu'ils font avec les responsables de ces. Je crois que vous appelez, si c'est Magui, c'est qui? Je pense qu'il n'est pas camerounais. Et il fait des réunions, on est au courant. Enfin, avant que cet incident de cette dame n'arrive, il a reçu beaucoup de personnalités. Vous parlez de qui exactement? De Nagui. Tibor Nagui? Oui. Encore des déclarations du RDPC. Oui, nous n'allons pas rester là, continuer à penser que... Dans tous les cas, vous avez l'obligation de sécuriser le territoire. Tout à fait, nous ne disons pas non, et puis l'État ne recule pas. C'est pour cela que ce que nous demandons, c'est que la collaboration des populations... Parce que cette accusation contre les États-Unis est extrêmement grave et cela vous engage. Ce qui nous préoccupe, c'est de savoir... Il faut dire aussi que chaque fois qu'on dise des choses ici, vous déclinez la responsabilité. Non, sur cette question précise, c'est une déclaration quand même assez forte qui vous engage. Même parce que la situation est aussi grave que cela. Vous ne pensez pas que c'est très grave? Vous ne faites pas votre travail, vous commencez à attaquer. Vous ne pensez pas que c'est très grave? Non. Je pense qu'il est question de moi ici. Quand vous aurez la parole, vous allez dire ce que vous voulez dire. Docteur Bema, il y a une situation qui préoccupe les Camerounais. Oui. Il y a eu des assassinats ces derniers jours dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. On a vu des images circuler en mondovision, ce qui a d'ailleurs suscité une indignation collective. Il y a le barreau du Cameroun à travers la Commission nationale des droits de l'homme qui a fait une sortie. Il y a maintenant les États-Unis à travers l'ambassade qui font également une autre sortie. Il faut rappeler qu'il y a d'autres hommes politiques qui, depuis cet incident, depuis ce drame du 11 août, ont fait des déclarations. Maître Akere Mouna, Albor Bala, Maximilien Gombe, Djiredak, entre autres. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir comment on fait pour éviter à l'avenir des drames pareils. Il faut se rappeler qu'il y a eu, il y a quelques semaines, le cas Florence Agafor qui avait provoqué une indignation collective. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation semblable avec un drame qui émeut. La question, c'est comment on évite ça à l'avenir. Mais je dis que ce que nous demandons, c'est que la population doit continuer à collaborer. C'est un agenda qui est prescrit, dont nous connaissons. Donc maintenant, ce que nous demandons, c'est que la population continue à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Parce que l'État ne reculera jamais pour cela. L'État ne va jamais laisser cela se passer. Vous avez vu la déclaration de monsieur le gouverneur l'autre jour, quand cet incident est arrivé. Oui, il a dit que le gouverneur du Sud-Ouest a dit de façon claire qu'il fera tout pour qu'on mette la main sur les auteurs de ces crimes. C'est dans cette main ferme que se trouve l'État et nous allons, l'État va continuer à traquer jusqu'au dernier tranchement. Donc que les populations soient rassurées. Ce que nous leur demandons en retour, c'est de communiquer avec les forces de l'ordre. Elvis, vous qui êtes originaire de cette partie du pays, est-ce que la situation devient incontrôlable? Est-ce que vous êtes pessimiste, vous êtes encore optimiste sur la possibilité de trouver des solutions par rapport à cette crise? Il faut surtout arrêter ces massacres horribles, ces actes odieux qui font le tour du monde. Well, the first thing I will have to say is that, you know, I come from the English-speaking part of the country. So I feel the pains, surely, more than my brother doctor from the ruling party here. And the bitter truth we have to say is that CRM had on its agenda, before boycotting the municipal and the legislative election, that no to the war in the northwest, southwest. Let us face facts, because we are talking grammar here. If the regime has been there 4 years running above and they cannot put the war under control, the time for declarations are over. Today, communicate from Minister of Communication, communicate with this governor. The time for denouncing is over. What we are saying here is that the war needs to be brought to an end, and because the CPDM regime has failed in securing the people, which is their fundamental right to get total security and protection from the state, it means that they cannot handle the crisis. I am very sorry to tell you that. The only thing to solve this Anglophone crisis now is above the government. A third party is required as we speak. If you are waiting on the fact that governors will give declarations, ministers will give declarations,
it means we are prepared to get worse scenarios, because the killings that we have, women, men, soldiers, whether it is ambassadors or all lives matter. CRM said earlier that all lives matter, and that's why we're advocating that the government should put in place stringent measures for the conflict to end. How do you put it, Difongwa? If the government means business today, knows people to engage because they know, and they decide today, there's a statement that goes on from the ruling party every day, 2 days to control. How do you tell me 2 days to control when every day we're in armor cars? Do you tell me that it's okay? When you go, you see paramilitary troops here and then the other day they had to come Omoyoka after the killing of that woman. That they were in Mount and all the like. It tells you that the atmosphere in the Northwest is abnormal. You just got in your news, explosions in Bamenda. That's not the first. We start getting explosions and all the like, decapitation. It tells you that the government cannot handle and does not want to accept. If I were Yaoundé regime, I would solicit a third party to assist me. If somebody tells you today that the ruling party can solve this Anglophone crisis now, 4 years running, in the National Assembly, Senate, no single topic, Difongwa, in administration, desperate problems need desperate solution. I told you that the impression I get from Yaoundé is like the country is drifting apart. On a écouté hier ici le professeur Elvis Ngolengole indiquer qu'il est possible d'arriver à une résolution de cette crise à condition, par exemple, que les résolutions qui ont été prises au Grand Dialogue National soient implémentées et surtout que le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. An error, Difongwa. Let's not move to that part. I have the impression Professor Elvis Ngolengole missed the target. The issue with the Anglophone crisis is an issue of form of state. And it's not an issue of whether creation of disarmament, creation of dialogue. I said on this platform that when you want to solve a problem in conflict resolution, if you begin with the wrong formula, you get a wrong. So you get a wrong answer. If you begin with a wrong formula, the national dialogue should not be mentioned here. What's because the wrong formula? I'm coming. When you call national dialogue, it was not a national dialogue. Principal actors cannot be in conflict. You call CPDM and the family members and supporters of CPDM. You put in Yaoundé and call it national dialogue. Is that how you solve a crisis? And they know that in conflict resolution, if you want to settle a problem, both parties in the conflict are supposed to be on the table. What is the way forward, Difongwa? If Yaoundé and my brother here, doctor, tells the CPDM people, the moment they put in place principles of conflict resolution, this conflict is ending in less than no time. What are the principles? One, you get those who have been put in prison, as MRC has been advocating, you get them out of prison so you get to a dialogue table. In Colombia, war went on for 50 years with the FARC rebels. At the end, the government of Colombia led the high horses, came down and talked with the FARC rebels like brothers. War came to an end. In South Sudan, the president in South Sudan, the vice president, had a meeting where in DRC Congo, that's when they started solving the problem. You cannot hold a meeting with somebody that's in prison, somebody in the diaspora, and you bring people who are not connected to the crisis directly, and they come up with solutions that special status. Special status is not the problem. Bilingualism is not the problem. Reconstruction is not the solution to the Anglophone crisis. Once you take all these parameters, talk with those who are involved in the fighting, get a neutral ground, they all come and sit. If you talk with a third party, accepted by both of you, that is when you begin to see the real of life. I am sorry, Difongwa, we are using cosmetic solutions, deceiving ourselves as the regime is doing with my brother here, thinking that they are solving the problem. That's why if care is not taken, because we all declare killing. There's no human being who will accept decapitation of a human being. And we think that the time for the war to end now, the administrative official in Yaoundé should stop giving us speeches. Now is action. Get to the table. If you cannot do it, ask countries that have fought war. Go to Nigeria that have fought war. Go to places like South Africa that have encountered issues of blacks being molested. They will help you, tell you what to do. If not, Yaoundé is not willing, is not ready as of now to solve this Anglophone crisis. I am sorry to tell you. Chibo Nagi said they all fought in Vietnam. That's what they call a non-conventional war, and did not succeed. And advise the government of Cameroon. I am afraid with this, you'll be finding it difficult. There are guys in the bushes that you cannot control them because you do not give them gun. How do you get them? Talk with the leaders who give them gun. Talk with the leaders who are sponsoring them. When they come to a consensus, the leader will pick up a phone call. Hold on, want to dialogue. Before you know it, things will come to the ground. Get a buffer zone. I told the Yaoundé regime, if you want things to move on, carve some areas and put what they call buffer zone. It happens in Syria. School is going in Syria. In Iraq, school is going in some places when you find war going. So you can protect children, they go to school. Then, while the arms fighting can be going on, and you look for a solution. The reason is this. Civilians are caught in crossfire. When an action takes place, if the army arrives there, or the military, civilians pay the price. The government has fundamental reason to protect civilians. And because they have failed, they should seek for the assistance of third party as I speak. If not, a time is coming, Difongwa,
when all persons involved in acts of perpetrators or supporting acts of barbarism, directly or indirectly, will answer. The government will come to answer its part. In your own reign, people died. Did you put in place the right measures? You do not put. People die and start attacking America as being the cause. This is a sign of a failed system. Docteur Essomba, est-ce que la situation avec ces assassinats horribles, est-ce que ça complexifie davantage la crise? Est-ce que ça rend pessimiste sur l'issue de cette crise anglophone? Bien entendu, Duval. Cette crise aux allures corporatistes commence en 2016. Nous sommes en 2020. Ça fait 4 ans que ça dure. Et lorsque nous voyons des assassinats d'une certaine hauteur de sauvagerie, que ce que nous avons vu depuis l'autre jour, ça heurte la conscience, non seulement nationale, internationale. Ça dit qu'on a l'impression de déshumaniser l'humain. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'escalade de cette violence aujourd'hui nous positionne dans une situation où on a comme l'impression qu'à un moment donné, l'État se réveille. Comme on a vu, vous savez, en début de cette crise, c'est un peu mieux de secouer un peu la poussière de l'histoire. En début de cette crise, on a vu que l'État avait pris une option essentiellement répressive. Mais depuis un bout quand même, on voit un État qui veut négocier, un État qui veut rentrer dans une négociation permanente. On a vu, Elvis le dit, la mise en place des institutions, tout cela. Moi, je pense que le problème est quitté d'une approche corporatiste aujourd'hui pour une option politique. Donc, laissons les formules politiciennes, rentrons dans une formule politique dans la résolution de cette crise. Parce que vous avez vu, M. Duval, c'est un auteur qui le disait, un seul jour de guerre, ça dit qu'en fait, 100 jours de négociation valent mieux qu'un seul jour de guerre. Parce que lorsqu'un citoyen meurt, c'est la planète qui pleure. Regardez comment est-ce que cette femme est décapitée. Mais je vous jure, on a l'impression qu'on n'est plus... on ne va pas dire dans un État, mais on n'est plus dans un monde. Parce que aujourd'hui, cette crise est en train de faire du mal, non seulement aux civils, mais aussi au personnel, à nos forces de défense et de sécurité. Mais c'est déjà assez. Moi, il y a eu dernièrement, on a annoncé un frémissement de négociation. Et je suis tout à fait d'accord du fait de ce que si l'on veut engager les voies de la négociation, il y a des préalables qu'il faudrait poser pour qu'on sente quand même que l'État qui a manifesté cette volonté depuis le début, enfin à un certain moment, de négocier, de rentrer véritablement dans la négociation. Et quand on négocie, vraiment, comme on dit souvent dans le jargon de l'armée, on ne compte plus les morts. On ne compte plus les morts. Il peut y avoir une amnistie générale de tous ceux-là qui sont impliqués dans cette affaire. C'est possible, ça peut déjà être là un coup de pouce de l'État dans le sens de la résolution de cette crise. Maître Achille Ledio, on connaît les positions du SDF sur la résolution de cette crise-là, mais il y a un problème qui se situe au niveau, pour certains, des priorités. On a entendu un certain nombre de personnes estimer qu'on a débuté la reconstruction de cette région du Cameroun. Il y a tous les jours des Amba Boys qui rendent les armes qui sont, qui sont resocialisés. Certains estiment qu'il faut commencer par la libération de tous les prisonniers, toutes les personnes impliquées dans le cadre de cette crise-là, qu'il faut ouvrir un véritable dialogue. Alors au finish, on commence par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Non, vous savez que cette histoire a tellement duré qu'aujourd'hui, les pistes de solution sont un peu difficiles. Elles sont complexes véritablement. Avant de répondre à votre question, permettez que je dise quelque chose aux représentants du MRC. Si aujourd'hui nous sommes tous d'accord, nous sommes tous unanimes sur le fait que cette crise, je veux dire, quelque part aussi, la résolution de cette crise passerait par l'interrogation de notre passé historique qui est encore un passif à solder. Les atrocités que nous vivons maintenant dans un état d'ensauvagement indescriptible, nous pensons que c'est pas rien ne justifie cela, sincèrement, rien ne justifie cela. Et nous devons actuellement, chacun de son côté, essayer de faire des propositions. Moi, en tant que politique du SDF, je reste solidaire de la position de mon parti. Nous sommes là pour mettre la pression sur le gouvernement du RDPC afin qu'il comprenne qu'en réalité,
la solution ne saurait être militaire. La solution ne saurait être militaire et vous voyez comment le Tchèmani John Fundi a fait récemment une sortie pour essayer de tirer à boulet rouge, disons-le comme ça, sur ce que nous pouvons appeler la diaspora qui s'étiquette comme désormais un entrepreneur de guerre, c'est-à-dire les financiers de ces ambazoniens-là. Si aujourd'hui on vous dit que le gouvernement n'a rien fait, en réalité on serait un peu de mauvaise foi. Parce que quand je regarde, bien que l'on soit aujourd'hui dans l'attente de l'implémentation effective de ces résolutions, il y a eu quand même l'organisation de ce dialogue qui malheureusement a pondu des résolutions fortes, appréciables, il faut le dire, qui malheureusement ne sont pas implémentées. Nous avons cette commission de démobilisation, de réinsertion et de désarmement, oui, le CDDR. Très bien. Nous avons aussi ce plan de reconstruction qui a été relancé et ce qui me permet donc de répondre à votre question en disant tout simplement que en réalité, il serait très difficile pour qu'aujourd'hui, de façon péremptoire et catégorique, l'on dise qu'il faut absolument commencer par là ou là. Moi, je pense qu'on peut multiplier les approches de sortie. Ceux qui pensent qu'il faut absolument arrêter d'abord la guerre avant la reconstruction n'ont pas tort. Ceux qui pensent aussi qu'au même moment qu'on réfléchit sur comment arrêter cette guerre, en même temps ou alors concomitamment, oui, l'on soit en train de faire patte blanche, c'est-à-dire d'essayer d'amener d'autres à sortir du maquis, ce n'est pas une mauvaise chose. Okay. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Alors, dire que rien n'est fait, ce serait de mauvaise foi, mais seulement il faut... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais avoir votre avis rapidement, chacun en 30 secondes sur le dernier sujet. Thierry Okala Ebode, finalement, docteur, PhD, un sujet trop, je vais dire, un sujet de controverse, docteur Marcelin Béma, vous concluez quoi? Que la science a pris le pas sur le politique qui, à un moment donné, a failli influencer la soutenance de cette thèse-là? Il n'y avait pas de politique dedans. Je crois que M. Okala Ebode, on lui avait demandé de justifier son master. Et quand la commission de cette vérification des documents a eu lieu, je crois que le lendemain, on lui a donné l'autorisation et la science a eu... Donc le problème ne se pose plus. Il n'y a pas de problème politique, que les gens ne politisent pas tout. Il fallait seulement passer. S'il avait eu son master au Cameroun, ça n'aurait pas eu de problème. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une question d'équivalence qu'il a produite. Tout à fait. Et puis, bon... Falvis, happy end, non? No, a happy end, but I want to tell you that it's always politics, because why is it always having to do with somebody linked to the CRM? You know, it's not coincident. It is a calculated attempt. As I said, the regime has a system. Their system is to make sure that they keep pressing hard on the CRM from different directions. Mm-hmm. If I come today, I want to study you here, your equivalent is not corresponding and all the like. But others come and go free, even with fake documents, and they are discovered after working in the civil service that they came in, passed through particular stages with fake documents. Why should CRM always be at the center? Because it is a soft target for the regime, because they know CRM hits on the target for them to stay on, and they have refused to stay on. So why take the country hostage when you cannot get what is expected to get people moving along the line? L'avis de l'universitaire non encarté. Duval, félicitations à Okala Ebode. Je pense que ce n'est pas le cas isolé. Moi-même, j'ai déposé la thèse en 2008, je l'ai soutenue en 2012, 4 ans plus tard. Donc, je pense que c'était un... Sauf que... Mais maintenant, je vais dire ceci. Non, je voulais juste préciser que... sauf que, avec le nouveau recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire, il a presque une célérité par rapport à la gestion... Depuis sa présence à l'université, on a dénombré au total 638 thèses soutenues. Donc, même toute la fièvre que vous voyez autour de cette soutenance, c'est simplement parce que l'homme est venu démystifier la soutenance des thèses au Cameroun. Parce que, vous savez, il vit un acharnement total. Et justement, la science aujourd'hui a donné raison. Je pense que, vous avez vu, le jury était bétonné lui-même.
président de jury, un monstre de la science comme le professeur Aboya, Forguet, Ngueli et tout, tous étaient présents et je crois que nous qui avons suivi la soutenance, nous disons happy end et que la politique cesse de rentrer dans la science. Maître Achille Le Dieu, un mot en quelques secondes. Effectivement, c'est happy end, mais seulement ceux qui pensent qu'il y avait un problème de vérification, je pose seulement la question, est-ce que c'est lorsque l'on programme une soutenance qu'on va demander de vérifier les équivalences? En un mot, félicitations monsieur le docteur PSG. En bas, je veux dire, en background, il y avait une intention de nuire et cette intention était politicienne. Voilà. Merci messieurs, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venu. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bon week-end et bonsoir chez vous.